Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandrine Elie, chargée de projet au CESIC, le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec, et je suis accompagnée de ma collègue Molly Dujardin, conseillère en communication et rayonnement au CECI, le Centre d'études et de coopération internationale. On vous invite à prendre part à un balado engagé sur l'action climatique de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI en collaboration avec le CECI et le CESIC. Et on est dans les studios de CISM. Alors, on se connecte maintenant avec Karel Louab, qui est actuellement au Rwanda en train de faire un mandat de volontariat avec le CECI. Donc, Karel, tu es engagé en faveur de la nature puis de la transmission des savoirs, la sensibilisation puis l'accompagnement des individus ou des structures. C'est vraiment essentiel pour toi lorsqu'il est question de prise en compte de l'environnement puis du respect de la nature. Puis ton parcours est principalement issu de la gestion de projets, du partage des savoirs, de l'accompagnement organisationnel et citoyen. Puis tu es actuellement, comme je disais, conseillère et volontaire en genre et adaptation au changement climatique avec le CECI au Rwanda. Merci d'être avec nous à distance aujourd'hui. Sur une note, en fait, tu nous partageais que ce qui te fait le plus grand bien, c'est le soleil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais déjà un grand bonjour, puis merci beaucoup pour l'invitation à partager des choses sur ce podcast. Oui, le soleil, c'est vraiment mon grand élément. Ça fait vraiment partie de mon existence pour plein de raisons. Déjà, je dirais, c'est pour la lumière qui nous accompagne, pour faire les choses au mieux et le plus positivement possible. Dans mon domaine, c'est aussi un grand marqueur de l'importance du changement. On va s'en jaser un peu. Puis c'est aussi la couleur jaune, le grand symbole de la joie, de l'éveil, de ce que j'essaye en tout cas de prôner au quotidien. Et puis pour vous partager ce qui, moi, me fait beaucoup sourire, c'est un peu la chanson de Boney M, Soleil. Génial, puis merci beaucoup d'être connecté avec nous. C'est incroyable ce qu'on peut faire malgré la distance. N'est-ce pas? Oui, vraiment. On a déjà commencé à donner certains détails de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous en parler plus longuement? Puis comment est-ce que tu es venu à mettre l'environnement au cœur de tes engagements, en fait? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, il faut que je partage que j'ai toujours été connectée à la nature. À titre personnel, je fais partie des enfants qui arrivaient très clairement en retard à l'école, car ça me semblait vraiment essentiel de suivre le ballet des fourmis ou de regarder très longuement les jonquilles en me demandant finalement à quoi ressemblait leur moyen de communication. Mais ma flamme environnementale, si je peux dire, est vraiment apparue durant mes études en géographie, où là, j'ai vraiment beaucoup appris sur les écosystèmes. Et tout particulièrement, j'ai développé à ce moment-là un immense amour pour les forêts, parce que je suis une grande amoureuse des arbres. Et là, j'ai compris un peu leur grande place dans l'univers de la nature. Et à cette époque, moi, j'étais particulièrement intéressée au lien entre la protection de la nature et la place qu'on laissait aux êtres humains dans ce domaine-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier cette question durant mon mémoire de maîtrise en recherche appliquée, en découvrant un écosystème forestier absolument incroyable qui est celui des mangroves, donc une zone forestière très, très particulière. Et j'ai réalisé donc mon stage de maîtrise au sein d'un OBNL, qui m'a offert mon premier emploi en gestion de projet en environnement, où là, j'ai pu découvrir vraiment la puissance de la connexion à la nature sur le changement individuel, parce qu'à ce moment-là, en particulier, je travaillais avec un public de personnes extrêmement vulnérables qui vraiment changeaient du tout au tout grâce à la connexion à la nature. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé à la fois que le travail en environnement était pour moi une mission de vie, que c'était sur ce domaine-là qu'il fallait que je mette mon temps et mon engagement. Et en plus de ça, comme j'ai un profil extrêmement couteau suisse, je pouvais vraiment être utile dans les métiers de gestion de projet
en environnement et en changement climatique. Donc, c'est un peu ces différents liens qui m'ont amené à m'engager sur ces questions-là. Mais c'est vraiment génial. Puis, dans le fond, comme je le mentionnais déjà, tu es volontaire actuellement, donc tu réalises un mandat de volontariat. Puis peut-être pour les gens qui sont peu familiers avec ce concept-là, dans le fond, le volontariat international ou la coopération volontaire, c'est une mobilisation de personnes, soit de personnes canadiennes ou du Sud global, qui se rencontrent pour échanger des compétences ou des savoir-faire avec un objectif solidaire d'apprentissage mutuel qui sont, je dirais, basés sur des valeurs de justice sociale puis d'égalité, d'inclusion. Puis ça, c'est particulièrement le cas du CECI. Puis là, on disait que tu es présentement au Rwanda en train de faire finaliser, en fait, ton mandat. Mais je me demandais qu'est-ce qui t'a amené à considérer le volontariat comme une solution ou une contribution pour l'action climatique? Déjà, comme je vais dire qu'il y a 3 raisons que je vois à ça. La première, c'est que j'ai travaillé 10 ans environ en gestion de projet, en environnement et en changement climatique. Et j'ai très, très vite pris des postes de direction. Le grand désavantage pour moi, c'est que quand on dirige des OBNL, on a une énorme déconnexion avec le terrain. Mais évoluer dans le domaine de l'environnement et le changement climatique, d'autant plus pour une géographe de formation, sans la réalité du terrain, ça devient très vite assez irréaliste. Donc le premier point, c'est vraiment que le volontariat, moi, me permettait de me reconnecter avec cette réalité de terrain et de pouvoir aller en fait simplement au-delà de mon CV, parce qu'on va pas se cacher que c'est parfois difficile de retourner sur le terrain quand son CV dit qu'on est directrice d'organisme simplement. La deuxième raison, c'est qu'en fait ma formation d'études, c'est que j'ai fait 3 maîtrises spécialisées sur le continent africain avec un grand pan en coopération internationale. 3? T'as bien dit 3. Oui, j'ai bien dit 3. Molly et moi, on vient d'échanger un regard sur le mot 3, là. Oui, c'est tout un système dont on pourra parler. Mais du coup, moi, j'ai étudié en sciences politiques et en coopération internationale, en partie. Et j'avais vraiment le désir de pouvoir mettre mes compétences enfin au profit de ce domaine, parce que j'avais enfin l'impression que c'était un bon moment par rapport à mon champ d'expertise et au fait que je pouvais réellement être utile, parce que tu l'as mentionné, Molly, c'est un domaine d'apprentissage mutuel. Donc ça veut dire que je pouvais mettre mes connaissances à profit, mais aussi, dans l'autre sens, c'est que j'ai besoin aussi du terrain dans mon domaine personnel, professionnel en tout cas, parce que une partie de mon métier, c'est de faire comprendre au grand public au Canada pourquoi c'est important soit de changer de comportement à une échelle individuelle, soit de s'engager en faveur de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Et comme c'est un domaine extrêmement large, totalement mondial, avec des impacts qui nous dépassent, je ressentais vraiment aussi le besoin de remettre au cœur la réalité, c'est-à-dire nous, en tant que personnes issues des pays riches, quand on fait des choses ou quand on applique des changements dans notre quotidien, ça a un impact direct avec des personnes à l'autre bout du monde. Et je ressentais ce besoin de réapprendre au contact de ces personnes-là, au contact de cette réalité. Et actuellement, quand même, aucun continent n'est mieux placé que le continent africain, parce que c'est lui qui est le plus impacté par les changements climatiques. Puis, donc, oui. Pour les gens qui ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que le volontariat, ou c'est quand même une image, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu fais dans ton mandat? Puis il y a peut-être une réalisation, parce que c'est ça, tu es en train de le terminer, une réalisation que tu es particulièrement fière ou qui est significative à tes yeux? Donc moi, je collabore avec un organisme qui s'appelle Accord Rwanda.
qui est un OBNL qui s'implique au Rwanda sur notamment les questions de l'agroécologie, donc qui tente vraiment de promouvoir le modèle de l'agroécologie à l'échelle du Rwanda, qui travaille beaucoup sur la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et qui travaille aussi énormément sur les plaidoyers à l'échelle nationale pour pouvoir améliorer le travail sur ces enjeux. Et Accord Rwanda, actuellement, commence un projet international dédié aux questions de genre et de changement climatique. Okay. D'un point de vue volontariat, ce que ça veut dire que Accor avait besoin d'une expertise en genre et en changement climatique pour pouvoir développer ses savoirs et être plus fort sur cette question-là, pour pouvoir au mieux transmettre les savoirs scientifiques sur le genre et les changements climatiques et pouvoir utiliser ces savoirs à la fois pour faire effet levier pour les plaidoyers au niveau national, mais pour pouvoir aussi travailler sur un programme, donc comme je disais international, donc c'est un programme qui a lieu en même temps auprès de différents organismes dans 14 pays. C'est vraiment impressionnant. Puis justement, qu'est-ce qui t'a frappé le plus depuis le début de ton expérience au niveau de l'engagement vis-à-vis de la communauté, les femmes, cet organisme-là dans l'action climatique? Il y a plusieurs choses qui m'ont frappée, mais je dirais il y a déjà numéro 1 le travail abattu. On s'en rend souvent très peu compte des montagnes qui sont déplacées par des si petites équipes quand on fait face à des questions vraiment d'urgence et vitale. C'est aussi, je trouve, énormément la résilience tant des communautés avec lesquelles travaille Accor que Accor en tant que tel, parce qu'il y a vraiment c'est des enjeux forts avec très peu de moyens et c'est incroyable le travail qui est abattu et la qualité aussi du travail qui est abattu, mais aussi, je dirais, de manière plus concrète et peut-être aussi plus dure, la réalité de l'impact des changements climatiques et des problématiques environnementales sur de vraies personnes dans des endroits du monde finalement qui sont très loin de nous, selon mon propre focus. Et même si c'est pas dans mon cas une découverte personnelle, c'est quand même un rappel très frappant des enjeux vitaux qui sont actuellement en cours, reliés aux impacts des changements climatiques et des problématiques environnementales. Mais concrètement, justement, l'impact que ressent la communauté rwandaise avec laquelle tu travailles, est-ce que tu peux développer sur cet aspect-là? Comment ça se fait sentir? Puis comment la communauté s'adapte-t-elle réellement en ce moment, là? Oui, bien sûr. Déjà, spoiler alerte, je travaille sur les thématiques genre, environnement et changement climatique. Donc, ce que je vais partager n'est pas joyeux et léger. Donc, soyez quand même un peu conscients de ça. Donc, déjà, on travaille donc au Rwanda, qui fait partie du continent africain, qui, selon le GIEC, est quand même le continent le plus vulnérable au changement climatique. Avec donc les populations les plus vulnérables au changement climatique selon l'ONU. Concrètement, ce que ça veut dire, d'un point de vue de changement climatique, ça veut dire plus d'ensoleillement, plus d'aléas climatiques comme des pluies extrêmement fortes. D'un point de vue environnemental, ça veut dire une grande perte de la biodiversité, une augmentation très forte des pollutions. Ce que ça veut dire chez les êtres humains, parce que les impacts environnementaux et de changement climatique ont une traduction directe auprès des êtres humains. Ça veut dire une augmentation assez extrême de l'insécurité alimentaire. Ce que ça veut dire concrètement, l'insécurité alimentaire, ça veut dire énormément de retard de croissance dans la population. Ça veut dire évidemment des enjeux vitaux.
L'autre traduction, malheureusement, des changements climatiques et des problématiques environnementales, c'est l'augmentation des violences, tout particulièrement auprès des femmes, parce que souvent les femmes, de par leur charge et leur réalité, utilisent les ressources environnementales en premier lieu. Et malheureusement, les aléas, on va dire, climatiques et le manque des ressources environnementales liées au changement climatique entraînent énormément d'augmentation de violence. Ça peut être autant des violences dans les rapports hommes-femmes que de la violence sexuelle ou tout ce genre de choses. On parle aussi malheureusement de destruction. Ça peut être des destructions des terres arables, qui sont souvent du coup la base pour nourrir les familles. On parle de destruction de maisons liées aux éboulements relatifs aux pluies très fortes. On parle de diminution de la biodiversité, donc d'impact très très fort sur les récoltes et l'agriculture. La liste peut être très longue, mais en gros, on parle de réalités concrètes qui visent la vie humaine. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, parce que c'est les femmes et les enfants, mais encore plus les jeunes filles, qui sont le plus touchées par les impacts du changement climatique. Puis, j'allais enchaîner avec... Je voulais en fait savoir aussi comment la communauté s'adapte à ces impacts-là que tu viens de nous mentionner, là. Alors, les populations, tout particulièrement les femmes, apportent des réponses par rapport à ces aléas. Ça va être... Je forme mon arbre de pensée. Ça va être des réponses comme par exemple la création de fossés anti-érosifs pour pouvoir mieux retenir les eaux de pluie dans le cas de sécheresse, ou mieux retenir les terres dans le cas de pluies très très fortes. Ça va être le fait de planter plus d'arbres parce qu'elles connaissent les liens entre le fait d'avoir des arbres, donc de la végétation qui va vraiment pousser en profondeur et retenir la terre pour avoir, c'est ça, cette capacité de perdre le moins de terre possible. Ça va être beaucoup de réponses, mais de réponses malheureusement précaires selon leurs moyens. Parce qu'il y a une grande question souvent qu'on met de côté dans ces références-là, qui est la question de la justice climatique et donc de la réalité du fait que les impacts sont tellement forts par rapport aux moyens qu'on investit, tout particulièrement sur les pays dits en voie de développement, qu'il y a par contre une inégalité extrêmement forte entre l'argent dont on aurait besoin pour que ces femmes principalement, mais ces personnes at large puissent porter des solutions, que souvent elles ont d'ailleurs, elles savent ce qui pourrait être fait, et les ressources économiques qui sont disponibles pour ça. Laure Tal, agricologue et directrice des recherches de l'IPAR au Sénégal. Je pense que les femmes, en raison de leur agentivité, elles ont la capacité de réagir rapidement avec les moyens à leur disposition face à des chocs comme le changement climatique. Et donc, elles peuvent être des agents de changement, des agents porteurs de solutions, plus que les hommes dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il est important de les mettre au cœur des solutions que l'on met en œuvre pour le changement climatique. Oui, puis moi, ça me touche toujours de voir comment est-ce que ces femmes-là, elles sont les gardiennes de beaucoup de savoir sur leur terre, sur comment les cultiver, et qu'elles se retrouvent en ce moment très déroutées, en fait, parce que c'est tellement inattendu.
ce qui se passe ou des tempêtes, des éléments qui s'enchaînent, que en fait, comme tu soulignes, elles n'ont pas les moyens financiers de mettre en place certaines solutions qu'elles auraient, mais c'est peut-être aussi des cas qu'elles n'avaient jamais eu à faire face. Puis, les femmes jouent un rôle certainement important, mais est-ce que les jeunes aussi, tu les vois poser des actions face à l'action climatique au Rwanda? Que ce soit là, on est plus dans une échelle locale, mais peut-être dans une échelle plus large aussi. Est-ce que les femmes et les jeunes peuvent porter des initiatives plus globales? Oui, je vais répondre à la question des jeunes, mais je veux juste rebondir sur ce que tu disais en disant que la problématique, souvent, c'est rarement qu'on n'a pas vu, mais c'est qu'on voit les choses se multiplier avec une intensité. Trop rapidement. C'est souvent c'est à la fois rapide, mais c'est aussi l'effet multiplicateur des problématiques. C'est-à-dire que quand ça t'arrive extrêmement souvent, quand il y a des sécheresses répétées, tu peux plus en fait faire face, parce que normalement la nature et les êtres humains ont une résilience naturelle, si je peux dire. Donc c'est vraiment important de souligner que c'est la multiplicité qui crée des problématiques où tout d'un coup on entre dans des questions d'urgence vitale. C'est-à-dire que tout d'un coup en fait il faut que tu te nourrisses, il faut que tu te loges, il faut que tu répondes à ta propre protection humaine, et c'est souvent ça qui pose problématique, c'est que tu dois répondre à beaucoup de choses avant de répondre à comment je fais pour garder mes terrains arables le plus longtemps possible sur une projection à 10-15 ans en fait. C'est que face à l'urgence vitale, les projections finissent par manquer parce qu'on est des êtres humains en fait, tous autant qu'on est. Ça c'était le premier point. Sur le second donc, que tu as posé sur la jeunesse, évidemment que les jeunes jouent un rôle dans l'action climatique au Rwanda pour deux choses. La première qui ressemble finalement à celle de l'importance de l'implication de la jeunesse partout au travers du monde sur l'implication et l'engagement à la question de la protection environnementale et des changements climatiques. C'est tout simplement parce que c'est cette génération à qui ça va arriver. C'est cette génération qui est le plus informée partout dans le monde sur cette urgence à laquelle on fait face, mais surtout cette réalité de vie. Parce que ce sont les jeunes qui, depuis toujours, finalement, pour eux, entendent parler de ce sujet et développent la conscience que ce sujet va faire partie de leur quotidien, et que, comme ça fait partie de leur quotidien, ils doivent se mobiliser pour avoir un futur. C'est malheureusement aussi simple que l'intelligence humaine, et du fait de comprendre que ça fait malheureusement pour eux et pour elles partie de leur quotidien. Ça, c'est la première chose, qui est une chose reliée à la grande information mondiale et à la mondialisation de la communication. Et la seconde, c'est que pour le Rwanda, comme ça peut être le cas pour d'autres pays en voie de développement, c'est que la charge finalement de travail et de réparation, si je peux dire, revient aussi aux enfants et aux jeunes. Pourquoi ? C'est parce que la réalité, c'est que comme on utilise principalement les ressources environnementales comme ressources de vie. Par exemple, au Rwanda, on parle d'une population qui a plus de 2/3 une population agricultrice, avec en majorité des femmes. On parle du coup d'une population qui vit sur la base des ressources environnementales. Et quand il y a des changements climatiques, quand il y a des dégradations environnementales, en fait, c'est la charge de travail qui augmente de manière directe. Ce que ça veut dire que si un sol produit moins, il faut beaucoup plus produire pour nourrir sa famille. Et quand on est dans des réalités où souvent ce sont les femmes qui ont la charge de la production agricole, je donne l'exemple de l'alimentation, quand on augmente la charge de travail, souvent il faut en fait simplement augmenter le nombre de mains qui vont travailler
sur les terrains agricoles. Et souvent, ça se traduit avec une augmentation des charges de travail des enfants. Autant ça va être donc sur l'agriculture, ça peut être le fait d'aller chercher de l'eau, parce qu'en cas de sécheresse et de dérèglement des cycles de l'eau, les points d'eau sont de plus en plus loin. Ça va être beaucoup plus de charges pour les coupes de bois. Donc, du coup, pour construire les maisons, faire la cuisine, etc., parce que le bois est de moins en moins disponible, etc., etc. Et souvent, la réalité, ça veut dire aussi que les jeunes sont plus impliqués en direct sur les charges de travail et donc plus impliqués aussi sur les besoins d'adaptation directe au changement climatique et à la protection de l'environnement. Ça me touche énormément ce que tu dis parce que j'ai fait un stage au Bénin, puis c'est un peu une réalité où est-ce que je voyais que mes jeunes frères et sœurs qui étaient un peu plus âgés étaient très impliqués dans ces tâches-là, puis de voir un peu comment est-ce que les changements climatiques donnent des conséquences sur toute la communauté. Puis après ça, il y a certaines personnes dans cette communauté-là que l'effet est x2, x3 parce que ça implique chacune de leurs tâches, de leur quotidien. Je vais aller dans les confidences. Je pensais justement partir faire un stage de volontariat, puis la pandémie est arrivée. Et puis là, je dois me remettre ce rêve en tête. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire justement à une personne comme moi qui aurait envie de faire un stage de volontariat? Est-ce que c'est une expérience transformatrice pour toi? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Qu'est-ce que ça t'a apporté? OK, donc on a 3 questions. Je vais essayer de les garder toutes. Évidemment, c'est une expérience extrêmement transformatrice parce que, en fait, à partir du moment, en tout cas, c'est une pensée individuelle, à partir du moment où on échange avec des êtres humains, on grandit d'autant plus dans des contextes culturels différents parce que, en fait, on apprend de l'autre, que ça soit d'un point de vue personnel, et quand on apprend de l'autre, on apprend de soi. Et d'un point de vue professionnel, ou en tout cas, je veux dire, de déploiement de ces champs de compétences et de ces champs d'expertise, c'est extrêmement enrichissant. Tu posais la question tantôt de ce qui, pour moi, était une de mes plus belles réalisations. J'ai développé énormément d'outils de sensibilisation pour Accor Rwanda, pour leur permettre vraiment de diffuser les savoirs en genre, environnement et changement climatique. Mais je n'ai pas seulement développé des outils avec mes propres connaissances. J'ai énormément appris du terrain rwandais, de ces équipes incroyables, de l'ensemble de leur public cible sur les réalités du changement climatique et sur les réalités des transformations environnementales actuellement. Et ce sont aujourd'hui des ressources que j'amène avec moi précieusement pour pouvoir améliorer et rendre mon impact au Canada bien plus fort sur mon domaine d'expertise. Donc, je dirais que c'est transformateur pour tout ça. Et si je dois parler de réalité concrète sur le volontariat, sur le terrain, je crois que ça demande 3 choses. Je pense que ça demande de la flexibilité, énormément d'ouverture d'esprit et surtout beaucoup de bienveillance. Je crois qu'il faut si on part faire du volontariat, il faut y aller avec le cœur ouvert et l'esprit tout autant ouvert, parce que quand on n'est pas dans ces réalités, et dans ses habitudes et ses zones de confort, parfois on peut avoir tendance déjà à croire qu'il y a trop de différences, alors qu'on se retrouve entre êtres humains et qu'entre êtres humains, on trouve bien souvent beaucoup plus de points communs que ce qu'on avait imaginé, mais que parfois aussi les choses qui viennent nous challenger sont très loin de choses qu'on aurait pu imaginer. Donc je pense que pour tous ces points, il faut y aller avec... Oui, c'est ça, avec beaucoup de recul et beaucoup d'ouverture et beaucoup de flexibilité. Mais Karel, on en est déjà à notre dernière question. Ça passe vite. J'aimerais en fait savoir, selon toi, comment on peut prendre part à l'action climatique? De beaucoup de manières.
Mais la première chose que je veux partager, c'est que c'est extrêmement important de le faire petit à petit, à son échelle et avec beaucoup de bienveillance envers soi. Alors, on peut prendre part avec des changements à titre individuel, donc vraiment des changements de comportement individuels. Puis pour ça, on peut se faire aider au travers de lectures, au travers de personnes qui nous entourent, qui sont déjà dans des processus de transformation pour voir ce qui nous correspond le plus, puis d'y aller vraiment étape par étape. On peut aussi prendre part au changement en s'informant. Ça fait quand même partie d'une des premières étapes pour changer de comportement, c'est d'être au courant de pourquoi, et donc de ne pas avoir peur de lire sur le sujet, de suivre des médias sur le sujet, et de petit à petit s'informer sur la question. On peut prendre part en s'engageant de manière peut-être un peu plus grande, même si ce n'est pas le bon terme, mais je vais dire peut-être en s'engageant auprès d'organismes pour donner de son temps sur cette question-là, pour mettre au service de cet engagement son expertise. Faut pas oublier que, par exemple, le rapport de GIEC est monté par une centaine d'experts qui viennent de plus de 50 domaines différents. Donc, on a besoin d'énormément de champs d'expertise pour trouver des solutions en environnement et en changement climatique. Donc, on a toujours l'occasion de s'engager. Puis, on peut aussi s'engager peut-être d'un côté plus politique, plus plaidoyer, pour vraiment peut-être faire comprendre à différentes échelles qu'il y a une nécessité de changement. Puis là, ça peut être des changements qui vont être plus au niveau industriel, plus à des niveaux de décision politique, d'obligations économiques, ce genre de choses. Donc, il y a plein d'échelles, mais si j'ai vraiment un conseil, c'est soyez doux avec vous et faites-le petit à petit. Il n'y a pas de petits pas en environnement, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est important de le faire selon soi, en conscience. Donc, toutes les contributions sont les bienvenues. Toutes les contributions sont les bienvenues, absolument toutes. Faire un petit peu. Moi, ok, je vais le résumer comme ça parce que c'est une image que j'ai souvent. On peut être une petite goutte, c'est très correct parce qu'il faut beaucoup de gouttes pour former un océan. Mm-hmm. Donc, allez-y avec toutes les petites contributions, elles ne sont pas petites. C'est faire partie d'un tout parce que c'est une question qui nous touche toutes et tous. Absolument. Puis pour les gens qui voudraient continuer la réflexion sur les différentes idées que tu as mentionnées aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une référence culturelle que tu voudrais nous partager pour aller plus loin dans la réflexion? Ouais. Je vais vous partager un livre qui est donc un livre qui a été réalisé par un collectif au Québec sur des réflexions écoféministes qui s'appelle « Faire partie du monde » et qui, je pense, peut vous permettre d'aller un peu plus loin sur la question du genre, de l'environnement et des changements climatiques. Bien, génial. Un énorme merci, Karel, pour ta présence, ta participation en distance aujourd'hui. Donc, je rappelle que tu es présentement au Rwanda comme coopérante volontaire. Puis ce que je retiens de ton passage, c'est que l'impact des changements climatiques se fait sentir de manière disproportionnée sur certaines populations, notamment les populations africaines, mais qu'elles sont vraiment mobilisées pour y contrer. Puis, en fait, je voudrais aussi inviter les gens pour qui la coopération volontaire pourrait être une possibilité ou tout simplement qu'ils et elles sont curieuses sur le sujet. Donc, je vous invite à aller consulter le site web du Ceci pour en apprendre plus et peut-être vous lancer dans cette expérience transformatrice et ultra enrichissante. Alors, merci beaucoup, Karel. Un grand merci à vous. Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le Ceci via son programme de coopération volontaire et le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage.
pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandrine Elie et Molly Dujardin. À bientôt!